Hello, hello! On se retrouve pour un petit vlog sur Promare. Et j'ai chaud, je suis en train de cuire au bain-marie. Mais il se trouve que les ayants droit de Promare sont extrêmement chiants et que dès que tu diffuses un tout petit extrait de leur film, ils te tombent dessus, ils te strike ta vidéo. Du coup, j'ai eu une vidéo où Promare apparaissait genre 2 secondes sur Yuri on Ice qui a sauté comme ça, et j'avais eu la naïveté de mettre en ligne un AMV Promare qui a sauté. Et c'est impossible de se faire entendre parce que voilà. Et je vous mettrai le lien de l'AMV en description d'ailleurs parce qu'il est cool. Mais j'ai envie de faire une vidéo sur Promare et je me suis dit pour peut-être provoquer un petit stimulus visuel, j'allais ressortir mon cosplay de l'an dernier. Je choisis toujours la meilleure période pour cosplayer un truc tout en cuir parce que pareil je l'avais porté début septembre ou août et c'était cool. Il fait très chaud. Boisson thématique assortie, hein. Dans Promare, on fait attention aux couleurs. Du coup, on va faire un essai sur Promare, je l'ai vu, je l'ai re-revu, je tiens à vous dire que j'ai changé d'avis en fait depuis les premières fois où j'en ai parlé, c'est-à-dire j'en ai parlé dans un vlog sur les sorties animées de l'été dernier, et j'en ai parlé récemment en fait dans ma vidéo sur Yuri on Ice où j'ai mentionné Promare, où j'étais comme mais comment est-ce qu'on peut y voir un discours anticapitaliste? Et bien maintenant, je le vois, j'ai visionné ce film, j'ai revisionné ce film, je sais pas, il y a un petit truc dedans qui me... C'est le chip, mais il y a d'autres trucs dedans qui me... Il y a le chip, il y a Lio, on se ment pas, mais il y a d'autres trucs très intéressants dans ce film, et j'avais envie d'en faire une vidéo semi-improvisée avec néanmoins un plan en 4 parties. Petit carnet d'un sérieux exemplaire, n'est-ce pas, avec une petite douceur. Tous les académiques devraient en avoir un. J'ai genre 5 pages là-dedans de notes sur Promare. On va y aller, hein. Il y a un plan en 4 parties, ça va être chouette. Alors let's get back to business. Hop là, c'est un peu kinky. Il faut pas oublier que je suis thésard, hein. C'est très sérieux, hein. Je mettrai cette petite photo sur mon CV si un jour je dois enseigner, que Dieu m'en préserve. Première partie, je l'ai intitulée Trigger, Style over Substance. Petit avertissement à mettre au début, je vais spoiler de ouf ce film, j'espère que vous l'avez vu, sinon eh bien ne regardez pas cette vidéo, regardez le film et ensuite revenez et on en discute, et voilà. J'ai Didi derrière la caméra, qui m'aide, qui me surveille, qui m'a fait ce make-up ravissant. Elle me dit d'arranger ma perruque. Merci Didi, sans toi je serais en train de décéder. Je suis déjà un peu en train de décéder comme ça. Alors, dans une interview que les créateurs ont donnée au site, attention je cite mes sources, au site animationforadults.com, donc je sais pas s'ils l'ont donné spécifiquement pour ce site, mais en tout cas l'interview est dessus, je pourrais vous la linker. Du coup le réalisateur de Promare, Hiroyuki Imaishi, disait que la question c'était On the note of creators, Trigger has a great spirit of embracing influences. Et du coup, par rapport à la création, Trigger a l'esprit de embrasser ses influences. Et du coup, Imaishi, le réalisateur, dit s'il y a quelque chose que vous aimez, vous pouvez pas seulement l'ajouter comme ça, juste comme un hommage. Par exemple pour le design, vous devez l'inclure seulement si vous avez une raison, mais peut-être même pas juste une raison. Ça suffit pas, il en faut 2 ou 3. Alors j'ai trouvé ça intéressant qu'ils mettent cette citation parce que je trouve que Promare et plus généralement le style Trigger, c'est beaucoup de style over substance qui ne se justifie pas en soi en fait. À part pour l'esthétique, il y a beaucoup de choses où je suis comme c'est classe, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a du symbolisme, évidemment, on va venir dessus, mais bon. En fait, ce que j'ai remarqué, j'ai lu pas mal d'interviews du coup des créateurs de Promare, c'est qu'ils ont l'air de pas penser leurs histoires en termes du coup d'histoire, de personnages, de thèmes, mais en termes plutôt d'esthétique, de style et d'ambiance. Alors ça se justifie, je pense que c'est une approche qui peut totalement se justifier, mais quelquefois c'est au détriment de la construction globale du truc, enfin comme un récit en fait. Et puis en parlant d'embrasser les influences, c'est quelquefois un petit peu de la remâche. Si tu regardes Kill la Kill et Promare ont beaucoup de choses en commun, on voit des choses de Panty et Stocking, c'est les mêmes personnes qui ont bossé dessus aussi, des choses qu'ils ont faites chez Gainax avant, Gurren Lagann pareil, le design de Gallo c'est Kamina, c'est ça. Ce qu'on retrouve aussi dans tout ce que fait Trigger, c'est un certain sexisme des personnages féminins. Alors c'est un sexisme relatif, parce que je pense qu'il peut... En fait, si tu regardes, le staff de Promare, c'est majorité de gars, vraiment majorité de gars à tous les postes de direction.
Donc vraiment, c'est des gars qui ont fait ce film. Il y a des femmes qui sont à l'animation, j'ai remarqué surtout des femmes en key animator, donc c'est qui animent, qui ont un poste quand même important, quoi. Mais c'est surtout des hommes qui vont décider du film, et ça se sent. Après, je conçois tout à fait, et même moi je l'ai fait parce que j'ai adoré Panty et Stocking, qu'on puisse tirer quelque chose de positif et d'empouvoirant de ces personnages féminins. Kill la Kill aussi. Le problème c'est que dans Promare c'est tellement court que c'est pas vraiment possible de tirer quelque chose de très empouvoirant, je trouve, de Aina, qui est en levrette littéralement sur son engin. Sa sœur, bon... et de Lucia, la dernière... Et puis il y a aussi une meuf qui sert à rien, tu apprends son nom littéralement au générique, qui est tout le temps la sidekick qui est la sidekick du méchant. Bon, évidemment j'ai vu des fanarts qui réutilisaient ça, le lien entre les sœurs, peut-être il y a un potentiel, mais bon. Et tout ça, je trouve que Trigger l'a en commun en fait avec un réalisateur très apprécié. Moi c'est pas forcément ma cam, mais voilà, c'est Tarantino. Je trouve que c'est un peu les Tarantino de l'anime, c'est-à-dire on va avoir plein de références à plein de trucs, il parle souvent de minoriser en fait qui vont se venger ou en tout cas renverser un système. Et bah c'est ce que fait Tarantino tout le temps en fait. Et à côté pourtant ils sont du point de vue peut-être de... Bah c'est des mecs qui font ça et qui vont parler de combats presque symboliquement féministes. Et Tarantino l'a fait, ou Tarantino qui est un blanc a parlé de combat des noirs dans Django Unchained par exemple. Et les deux je trouve que c'est du style over substance. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment... tirer parti de thématiques qui étaient politisées à la base, mais eux, ils ont une approche vraiment c'est stylé, donc je le prends, sans forcément se questionner là-dessus, j'ai l'impression. Tarantino, en tout cas, ça c'est clair. Par exemple, Tarantino a beaucoup été influencé par la Blaxploitation, un cinéma d'action pour les Noirs américains, qui était à la base aussi une capitalisation sur les luttes des droits civiques, le fait que les Noirs commençaient à être vraiment un marché, les Noirs américains commençaient vraiment à représenter un marché aux États-Unis et tout ça. Il a pris ces choses sans être concerné et du coup, il y a quelque chose de politique dans ces films, il y a quelque chose aussi de politique chez Trigger, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui intéresse les créateurs parce qu'ils vont vraiment plutôt penser en termes d'esthétique. Il y a des animés qui ont du style over substance qui fonctionnent pour moi mieux que ce que fait Trigger. Déjà, je trouve les séries Trigger fonctionnent mieux que Promare en termes d'enjeux, je vais y revenir plus tard parce qu'ils peuvent développer sur les liens humains, mais ils le font pas si bien que ça. Et je trouve que d'autres séries ont du style over substance, en veux-tu en voilà, typiquement ce que fait Shinichiro Watanabe avec Samurai Champloo et Cowboy Bebop. C'est que du style over substance, que des références, que des esthétiques, que des ambiances, mais ces séries-là ont eu plus un impact émotionnel sur moi. Pourquoi ? Parce que les personnages sont mis au cœur des intrigues. Samurai Champloo, ça repose mais essentiellement sur ses persos. Donc pour conclure, oui, Trigger Style over Substance, c'est pas l'approche esthétique, c'est pas l'approche ambiance qui pose problème, c'est vraiment qu'ils ont pas su, dans beaucoup de leurs séries, je trouve, trouver un équilibre en fait dans ce qui va t'attirer vers une histoire et ce qui va être de l'emballage, je sais pas. Après je sais qu'on peut y projeter des choses parce qu'il y a une lignée, que toutes ces choses auxquelles ils font référence sont profondes, sont des signifiants, mais ouais. Ouais. Bon, bref, c'est la fin de cette première partie qui est un peu plus courte que les autres. C'était juste pour dire mes sentiments sur Trigger en général, sur tout ça, et peut-être d'où vient Promare. Deuxième partie. Féminin-masculin. C'est la plus longue. Elle est sur 2 pages. La précédente tenait sur une seule. Alors, je vais reprendre un petit sip. Je l'ai dit du coup, Promare, j'ai regardé le staff, c'est vraiment essentiellement des mecs. Vraiment, mais genre, la plupart des postes de direction qui vont vraiment avoir une influence sur ce que va être le film, enfin tout le monde a une influence, un film c'est une œuvre collective, mais bref, c'est des mecs. Et ces mecs, j'ai l'impression qu'ils pensent beaucoup à leur plaisir personnel quand ils font un film. Du coup, c'est un peu un kiff d'animateur. Et c'est cool, enfin, je veux dire, c'est quand même cool qu'ils puissent faire ça, mais bon. Après, dans leurs interviews, ils disent qu'ils ont pensé à la réception de Promare et ils veulent que ce soit pour un public, je dirais pas familial, mais un public général. Ils visaient vraiment un peu tout le monde. Je pense que ça a quand même plus plu aux fans d'animation extrême qu'à un public vraiment général, mais bon. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il n'y a pas autant de fanservice sur les meufs, leurs nichons et tout ça que dans d'autres trucs qu'ils ont fait. Après, je trouve que quelque part, c'est presque plus insidieux, donc ça me plaît pas beaucoup plus. Bientôt, je pense que je vous parlerai de Makoto Shinkai et du sexisme insidieux qu'il y a dans ces films, qui est pas aussi explicite que du bon vieux fanservice, mais qui pour moi est presque plus perfide, quoi. Enfin bon. Il y a, je pense, quand même,
aujourd'hui, on va parler binarité, hein, une réception masculine et une réception féminine des choses. Ça a été développé, là je vous ai mis 2 bouquins qui en parlent, par 2 chercheurs qui donc font des études de fans ou des études de fanfiction. Alors, il y a une réception masculine, une réception féminine dans les fandoms. Ce qui fait qu'il y a une espèce de groupe geek masculin et un groupe geek féminin. Henry Jenkins, dans Textual Poachers, a cité un autre mec que j'ai pas lu pour le coup, mais du coup je vous le cite par Textual Poachers, David Bleich, dans l'anthologie Genders and Reading. Il dit que y a des approches différentes d'un texte suivant le genre du lecteur. C'est-à-dire que les hommes, la réception masculine va être plus sensible à une voix de l'auteur qui détermine le sens des éléments. Ils sont plus prudents sur les inexactitudes possibles, ils s'empêchent de dire des choses plus justifiables, ils citent le texte, enfin bref, il y a une espèce de... pas soumission au texte, mais il y a aussi une appropriation, mais c'est vraiment, on suit les règles posées par l'auteur, et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de fétichisation de la cohérence, il faut que tout tienne, il faut que tout soit important. De l'autre côté, t'as les femmes qui vont être plus en conversation avec le récit. C'est ce qu'il dit, ce que disait David Bleich, donc dans une anthologie des années 80, où il y avait déjà des fandoms et tout ça. Je trouve que ça explique le fait que la plupart des fanfictions soient écrites par des femmes, parce que, ou des assignées femmes, parce que elles se permettent plus ça en fait, d'être en conversation avec le texte, de s'y projeter, de s'y introduire, de le réécrire en fait. Shinak Puck, donc dans The Democratic Genre, qui est un bouquin qui parle de fanfiction, elle a une formule que je trouve très importante sur la distinction réception masculine, réception féminine, c'est du more of ou more from. C'est-à-dire que les hommes vont plus vouloir du... Pareil, on est sur de la binarité, des généralités, c'est pas applicable à tout le monde évidemment, vous pouvez me citer 350 000 exceptions, tout ça. Mais bref, c'est plutôt généralement, voilà. More of, ça veut dire qu'ils vont vouloir plus, genre plus de suite, plus d'éléments de préquels, des explications d'univers, tout ça, un développement en fait, de l'œuvre à partir de l'œuvre. Les femmes vont vouloir plus more from, ça veut dire plus de développement à l'intérieur, je pense, des développements des psychologiques des personnages, quel impact ça a eu sur un tel, comment est-ce qu'on... Enfin voilà, c'est... je trouve more of, more from, c'est des notions clés. Donc ouais, t'as ces 2 réceptions, et j'ai vraiment l'impression que Promare, ça s'est adressé à des gars, à partir... Enfin, c'est assez subtil, mais il y a vraiment un moment dans le récit où je me suis dit ça s'adresse plus à moi en fait. Ça s'adresse plus à moi, j'en ai tiré tout ce que je voulais, mais le film s'adresse plus à moi. Et je pense que c'est à partir du milieu, quand en fait l'intrigue est résolue basiquement. Le rythme de Promare est assez spécial, je reviendrai dessus plus tard. Il y a cette apparition d'un robot qui s'appelle Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, en fait, c'est le dieu qui sort de la machine, ça vient du théâtre grec, c'est censé être la résolution de l'intrigue qu'on n'a pas à expliquer. Sauf que dans Promare, ils vont expliquer d'où vient Deus Ex Machina, donc c'est pas un vrai Deus Ex Machina, c'est on va expliquer parce que les nerds vont nitpick. J'ai un peu l'impression que c'était ça, genre oh non, les nerds vont poser des questions, vont dire que notre histoire se tient pas si on n'explique pas tout, d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. Et du coup, le climax, on a Gallo et Lio qui se battent contre Cray dans des gros combats de robots, ils te balancent 10 000 trucs à la gueule non-stop, et ils se balancent du plot en fait, ils sont comme... oui, j'ai un canon qui peut glacer n'importe quel feu, Cray, et t'as Gallo et Lio qui disent mais pourquoi tu l'utilises pas pour sauver tout le monde en brûlant le noyau, en glaçant le noyau, et le mec il est comme mais non en fait il faudrait pas, et du coup ils sont en train de t'expliquer le truc en mode mais regarde c'est pas incohérent parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça a du sens de mettre mon... Et je suis comme mais je m'en fous en fait, je m'en fous, tu me balances 350 trucs d'action à la gueule et à côté tu mets des explications sur ce qui se passe, je suis comme mais qui s'en fout vraiment, enfin... Il y a aussi une arme qui te sort de son cul comme ça, ah ouais, alors on a un canon qui transforme les immeubles en terre cultivable, et t'es comme, mais pourquoi tu m'as sorti ça, pourquoi tu m'as expliqué ça? Ça c'est vraiment, t'as l'impression, petit gadget pour l'univers étendu. J'étais là, mais... Ok, I guess. Pour qui? Pourquoi? Ok. Et je trouve que c'est une tendance très masculine que tu vas retrouver dans, par exemple, le remake de La Belle et la Bête de Disney, où ils ont tout over-expliqué, tous les plot holes et tout ça, parce que on n'a plus les plot holes, on n'a plus le droit aux plot holes, alors qu'un plot hole, c'est pas si dérangeant s'il y a des bons enjeux émotionnels, je veux dire. Typiquement, l'attaque des Titans, je trouve qu'il y a eu une espèce de virage à un moment. Il a commencé à expliquer tout, avec des explications en tiroir dont on n'avait pas besoin en fait, pour que l'histoire laisse un impact, pour que les thématiques nous touchent, et ça n'avait mais plus aucun sens en fait. D'un seul coup il explique que ça vient de ça, ça vient de ça, ça vient de ça, et je vous ferai peut-être une vidéo sur l'attaque des Titans, parce que ce développement là, le pire c'est que justement tu vois, c'est le moment où moi mon arc préféré c'est l'arc politique, qui ne plaît pas à beaucoup de fans, mais qui a quand même plu à pas mal de fans féminines, donc les fans de Tumblr et tout ça.
pour généraliser, c'est souvent des fans queer, etc. Et à côté, d'un seul coup, quand l'animé est arrivé à adapter après ça, au moment où ça commençait à devenir explication dans l'explication dans l'explication dans l'explication, j'ai vu plein de vidéos popées qui étaient comme oh, l'Attaque des Titans en fait c'est du génie. Et c'était des fans masculins. Et là franchement j'étais comme ah ouais, il y a vraiment deux lectures quoi d'une œuvre. Pour montrer à quel point c'est masculin, il y a à la fin du film, il y a un climax où ils ont un feu qui protège, qui se déclenche, ils se transforment en robots qui surplombent la Terre et on s'est dit bon bah ils vont embrasser la Terre pour la protéger avec ce robot, mais non, ils tapent dessus et ça la protège. C'était comme mais wow, c'est tellement viril, c'est genre on va taper sur la Terre et ça va la protéger, t'es comme reçois mon amour. ça reçoit mon amour. Autre truc c'est que du coup les enjeux humains qui sont donc des mécaniques qui vont enclencher des choses dans l'intrigue, typiquement entre Aina et sa sœur, ça déclenche une trahison, tout ça, entre Gallo et Cray, le lien qu'ils ont, ils vont être beaucoup expliqués dans les dialogues, mais ils vont pas être montrés. La première interaction que tu vois entre Aina et sa sœur, qui est censée être vraiment au cœur du récit, la première interaction qu'elles ont les deux meufs, c'est au milieu du film. Tu les as jamais vues ensemble, t'as jamais eu juste, je sais pas, une petite image niaise où tu les vois, je sais pas, qui partent au travail tous les deux, un truc comme ça quoi, qui te poserait quelque chose d'humain. Tout est expliqué, rien n'est montré. Et on doit être super attentif au dialogue tout le temps, parce que il te balance une action, mais ouf. L'animation est absolument magnifique dans Promare par contre, hein. Je reviendrai dessus ensuite, je vous dis tout le temps ça, mais genre, je vais en parler. C'est sublime, c'est vraiment très très beau l'action. Il y a 2-3 faiblesses dans l'animation quelquefois, mais franchement, globalement, c'est un film mais incroyable. Moi j'adore l'animation, c'est vraiment mon médium préféré. J'étais oufisée quoi, je pleurais, mais quand t'as des explications de plot par-dessus des scènes d'action dantesque, au bout d'un moment t'es comme mais tu dois lutter quoi pour continuer à t'intéresser, c'est dissonant en fait. Il y a quelques moments calmes mais en plus les musiques sont un peu répétitives à force, enfin genre t'as un thème qui revient en boucle sur l'énorme climax final qui dure quasiment 1 heure mais j'en pouvais plus. Enfin bon, je me suis endormie, j'ai lutté contre le sommeil, j'ai failli m'endormir la première fois que je l'ai vu au ciné Promare. Bon après je l'avais vu à 22h, j'avais eu une grosse journée mais bon, ouais. Les moments calmes, en fait, ils sont rares et ils disent pas grand-chose, c'est ce que j'ai noté. À part donc les petits moments calmes que t'as entre Gallo, Cray et Gallo et Lyo. Genre dans la grotte entre Gallo et Lyo, et Gallo et Cray quand il lui dit son grand plan de méchant, et puis d'un seul coup il lui explique en fait je te déteste, et puis c'est balancé comme ça, et t'as aucun... Pareil, c'est vraiment du tell, don't show, c'est-à-dire on va te dire et on va pas te montrer. Alors qu'il aurait fallu faire du show, don't tell, pour être plus efficace. Un autre truc qui montre que ce film est extrêmement masculin, je trouve, c'est il y a une espèce de recodage du personnage de Lyo. Le personnage de Lyo, apparemment, c'est celui, à la base, il voulait faire le film centré sur lui, et il devait ressembler plus au personnage de Simon dans Gurren Lagann, sauf que bah il a vachement évolué, parce que ça ressemble pas du tout à ce genre de personnage. Et Lyo, je trouve que c'est un personnage assez inédit chez Trigger, c'est un personnage Takarazuka en fait. C'est un bishonen, il sent la rose, il a des motifs de rose autour de lui, il a des hanches, il a un côté très très androgyne, et bah du coup évidemment, je l'ai vu, mon cœur de fangirl il était comme oh yes, 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 et je suis pas le seul, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont fans de Promare à cause de Lyo. C'est vraiment une des forces du film, ce personnage. Et c'est marrant parce que je l'ai vu avec 2 personnes là récemment qui le voyaient pour la première fois, qui quand elles ont entendu la voix de Lyo étaient comme mais ça colle pas. C'est pas genre la voix qu'il devrait avoir, c'est une voix, il a une voix très grave masculine, donc une voix d'homme. Lyo Fortia da. Ichido kitara oboero. Garotimas. Nani? Shizuka ni shiro. Shokuji chū da. Dans les années 2000, ce genre de personnage était doublé par des femmes. Avant 2010, je dirais, ou jusqu'à début 2010, c'était que des femmes qui doublaient ces personnages-là dans l'animation japonaise. Si tu vois, je sais pas, Kurapika, Yuki dans Fruit Basket, tout ça, ce genre de personnages c'était des femmes. Alan Walker dans Digreman, enfin bref. En France, évidemment, c'était des mecs qui les doublaient, ce qui me faisait un peu bader. Je veux dire, petite expérience, je suis quand même super sensible aux voix. Ma grosse dysphorie, c'est sur ma voix, je suis trans. T'as quand même un petit espoir quand tu vois que des femmes peuvent doubler des mecs dans l'animation japonaise. En France, c'est pas possible. Et dans l'animation japonaise, maintenant, même ces rôles-là de personnages androgynes, Takarazuka, on les donne aux mecs. Me voilà en direct de mon montage et je tenais à ajouter une petite précision par rapport à ça. Je me suis rendu compte de ce recodage particulièrement quand j'ai regardé l'animé Free et que j'ai vu qu'ils étaient tous doublés par des mecs et j'étais comme ah, il y a quelques temps, il y en aurait qui auraient été doublés par des meufs. Et la deuxième série qui adapte Fruit Basket a vu Yuki, qui était initialement doublé par une meuf, se faire doubler par un mec.
Il y a vraiment eu un switch, j'ai l'impression. Et c'est marrant, là, je cherchais je vérifiais un peu de la trivia sur Promare parce que je cherche de la trivia en même temps que je fais l'editing. Je revérifie mes trucs histoire de pouvoir me corriger avant de publier la vidéo. Et j'ai constaté, j'ai vu sur le wiki Promare une info assez marrante qui fait vachement écho à ce que je vous dis en fait, c'est que l'acteur qui double Lyo, c'est pas un acteur de doublage, c'est pas un seiyuu, c'est un mec qui fait du kabuki à la base et qui était spécialisé, justement, c'est super drôle, franchement, j'étais genre ah c'est pile dans mon thème, qui est spécialisé dans les rôles de Onagata, donc des rôles de femmes qu'il joue depuis son enfance, et il a accepté le rôle de Lyo, c'est ce que dit le Wikia, mais l'interview qu'il cite ne dit pas ça spécifiquement, mais il aurait accepté le rôle de Lyo justement parce qu'il voulait plus de rôles masculins. Et je suis comme t'as un peu raté, parce qu'à mon avis si on l'a choisi pour faire Lyo, qui est codé féminin, c'est aussi à cause du fait qu'il jouait des rôles féminins, mais bon, il a une voix très masculine, en tout cas peut-être il la force justement parce qu'il veut qu'on arrête de lui donner des rôles de femmes, je ne sais pas, mais ouais, je trouve ça super marrant, donc je voulais vous partager l'info, voilà. Takarazuka, c'est un théâtre féminin japonais qui a été fondé à la base pour des raisons assez conservatrices, c'est-à-dire il fallait que ce soit que des femmes parce que comme ça, aucun scandale avec les actrices, et du coup les femmes jouent des hommes de façon super fabuleuse et tout ça. C'est très inspiré de culture shoujo, de culture française aussi, mais disons la version japonaise de la France, du coup la Rose de Versailles, tout ça. Tu veux m'amener quelque chose, Di? Di veut illustrer le Takarazuka. Didi a un CD de la Rose de Versailles avec donc, on voit les actrices Takarazuka dans des rôles masculins ou masculins-féminins dans le cas de Oscar. J'espère que vous le voyez bien, très très beau. Hop là. Ça c'est l'esthétique Takarazuka et Lyo tient de ça en fait. Et ouais, du coup, ils lui ont remis ce recodage sonore en fait de voix hyper masculine. J'ai l'impression qu'en fait le film Promare aurait pu avoir, si tu regardes que l'animation sans le son, des enjeux émotionnels plus forts, quelque chose de plus féminin en fait, de more from. Sauf que ils l'ont recodé avec des explications de plot, des explications de plot, des explications de plot, et c'est super dissonant. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de super moé dans l'animation de Lyo, et je sais pas si c'est un mec qui a supervisé l'animation, faudra que je regarde, mais il y a un moment où il court, où il a cette espèce de... Et je sais pas, genre j'ai vu cette scène-là, ça s'adresse aux femmes quoi, et puis il se fait puncher tout le temps, enfin il y a quelque chose de très vulnérable, et fragile fort en fait. Dans cette androgynie qui est extrêmement attirant, c'est essence du moé quoi, enfin du moé qui s'adresse aux femmes, du moé du bishonen quoi. Petit rappel, par rapport au moé, je me rends compte que je ne l'ai pas défini. Alors en fait c'est un terme qui est vraiment pas traduisible directement, qui vient du japonais, qui définit ce qui suscite une forte émotion. Généralement c'est quelque chose de mignon, d'un peu vulnérable, quelque chose comme ça. C'est lié à la jeunesse, au printemps, j'ai plus, au bourgeonnement, il y a plein de définitions. Bref, faute de mieux. Dans la traduction de Otaku, les enfants de la postmodernité de Hiroki Azuma, ils avaient utilisé éléments d'attraction. Je pense que c'est pas parfait comme traduction, mais bon, on peut l'utiliser. Je vous mettrai des liens en description pour peut-être un petit peu mieux cerner cette notion, mais je vois pas quoi d'autre dire à part moé pour parler du moé, et je pense qu'il faut une habitude du truc pour vraiment le cerner. Non, et puis ils ont encouragé le ship avec Gallo, mais uniquement, je dirais... à un niveau visuel, parce que quand tu écoutes les dialogues entre eux, il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Par contre, si tu vois les images, t'es comme, ok, ils sont mariés. Je veux dire, Lyo strip au fur et à mesure du film quand il se rapproche de Gallo. À la fin, il enlève son t-shirt, ils sont tous les deux torse-poil dans un robot, c'est comme, ok. Et à côté, c'est tellement en mode no homo, qu'après qu'il lui ait fait la manœuvre de premier secours, il faut pas la romantiser, c'est clair, n'empêche que symboliquement, comment c'est montré, comment c'est dessiné, on dirait un baiser. Il y a en plus le corps de Lyo qui se tend dans une espèce d'extase avec les hanches levées. Tu regardes l'image, c'est vraiment très très codé romantique. T'as Gallo qui bouge tendrement sa tête et tout ça très délicatement. Ça fait pas du tout manœuvre bouche à bouche pour le sauver, mais juste après, l'échange qu'ils ont, c'est même pas « oh non, je t'ai embrassé », même pas qui est homophobe, tu vois, mais qui pourrait au moins rendre compte du fait que ça peut être lu comme gay. Non, il est comme « oh là là, j'ai allumé une flamme, tu m'as forcé à allumer une flamme, Lyo, c'est pas bien », alors que ça pourrait être vu comme une gay panique ce moment-là, mais non, c'est genre on refuse textuellement dans tout ce qu'on dit d'être gay, même si visuellement c'est gay, c'est complètement gay. Un autre truc aussi, vite fait, c'est Gallo et Lyo sont dans le robot, mais il a pas un design qui plaît à Gallo, du coup il dit à Lyo « j'arrive pas à le piloter, mon âme bouillonnante de pompier doit être inspirée par un beau mecha », et du coup... de ce côté-là, il veut un jouet en fait, il veut un beau mecha. Et du coup, Lyo lui fait un beau mecha. Mais t'es comme...
C'est ça qui les inspire en fait. C'est vraiment le joujou mécanique, c'est pas des enjeux émotionnels. Et ça m'a fait un petit peu bader. Alors je vais... là derrière moi il y a un poster de Gundam Wing. J'aime bien les animés mecha, j'aime beaucoup les animés mecha qui s'adressent aux femmes. Et la série Gundam s'adresse aux femmes en fait. Alors j'ai un post, c'était une interview, je vous le mettrai en citation aussi, de Tomino, créateur de Gundam, qui a dit dans une interview de 1998 que les Fujoshi, ce sont les vrais fans de Gundam. Et les fans masculins de Gundam et ceux qui fabriquent des modèles de robots sont des fake geek boys, en fait, c'est ce qu'il a plus ou moins dit. Alors, je vais vraiment vous citer l'article, c'est super intéressant. C'est ce que je veux que les fans d'aujourd'hui, ce que les fans de Gundam d'aujourd'hui comprennent, c'est que Gundam n'a pas été nourri par ceux qui aiment les petits modèles réduits de robots. C'était les jeunes femmes qui sont venues d'abord en fait et qui ont apprécié cette série. Et notre travail a commencé avec leur soutien. Ouais, et c'était un travail qui avait aucune connexion avec la popularité des petits modèles Gundam. Et je pense, et du coup il dit, je pense que le plus important c'est de créer un travail qui va attirer ces femmes. Du coup c'était elles les premières femmes, il continue. Et les hommes étaient du coup late to the party, sont arrivés plus tard. Et franchement je trouve que Gundam a vraiment, pour le coup c'est une série mecha qui a compris les enjeux, des enjeux émotionnels, qui a du coup su parler aux femmes, qui est peut-être plus décrié par les mecs. Je sais que Gundam Wing est pas très populaire, moi j'adore cet animé, l'animation est pas ouf tout le temps, mais il a quand même, enfin j'aime bien les mechas quand même, il a des modèles intéressants de mechas, et les persos sont cool. Les persos sont cool parce que c'est des bishonen, parce que c'est du Takarazuka aussi sur les mecs, et parce qu'il y a aussi des persos féminins super intéressants, qui ont des vrais enjeux émotionnels. Juste Trigger devrait pas négliger les fans féminines, parce que là, elles soutiennent Promare, mais peut-être qu'elles seront pas toujours là quoi. Et ils ont de la chance qu'elles fassent tout le travail pour décoder ce qu'ils ont essayé d'annihiler pour plaire aux fans masculins. Troisième partie. Où est la politique ? Où est la politique dans Promare ? J'ai eu du mal à la voir, franchement. J'ai eu énormément de mal à la voir. Il y a plein de gens qui se sont précipités sur Promare quand il est sorti en mode c'est anticapitaliste, c'est pro-queer, voilà le subtexte, je vais vous l'expliquer dans mon essai de 20 minutes. J'étais comme ah bon. Ah bon. Je vous ai compris. Aujourd'hui, je comprends qu'on puisse vraiment y voir quelque chose de politique. Je pense pas que ça a été voulu par les créateurs. J'ai vu récemment popper sur YouTube, je l'ai pas encore vu, je vous le linkerai pareil, une vidéo qui s'appelle, c'est en anglais pour le coup, Je peux entendre l'océan, donc le film de Ghibli. Le Ghibli accidentally queer, donc queer par accident. Et je pense que Promare c'est ça, c'est queer par accident, et politique par accident. Peut-être queer et politique d'une façon un petit peu pour appâter un certain public, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'accidentels là-dedans et que les fans font beaucoup de travail. J'ai quand même lu pas mal d'interviews des créateurs et ils ont vraiment pas l'air de l'avoir pensé comme ça. Bref, par exemple, la forme du triangle rose. Les gens le disent, c'est obviously une référence au mouvement LGBT. Le triangle rose, c'était ce qui marquait du coup les homosexuels au moment des déportations nazies. Ensuite, ça a été utilisé dans la lutte contre le sida. Oui, c'est un symbole des luttes homosexuelles. J'ai vraiment pas l'impression que ça se justifie comme ça. En tout cas, comme il l'explique, c'est qui voulait ces couleurs pétantes là, et c'est trop cool. On voulait vraiment un feu qui a une allure surnaturelle. Et le triangle, ça nous semblait être une bonne forme qui évoque la liberté. Donc c'est la forme qui va avec les burnish. Il y a une belle symbolique là-dessus, mais je pense pas que ce soit politique, cette histoire de carré pour la ville, parce qu'ils pensent dans des boîtes, de triangle pour la liberté et les flammes des burnish, et de rond à la fin quand tout le monde revient à la paix. La lecture anticapitaliste. On a des choses qui sont extrêmement fortes visuellement, effectivement, dans le film. On a quand même ce principe de Cray qui va exploiter du coup les burnish, leur force des burnish pour basiquement se casser avec les élites, se sauver de la terre qui va dépérir. Oui, je pense que c'est tout à fait legit de le lire comme anticapitaliste et un discours critique là-dessus. Néanmoins, je pense que c'est léger. Et je pense que c'est aussi, comme je l'ai dit, une espèce d'histoire de... Ils ont repris des tropes qui marchaient, ils les ont déconnectés en fait, mais ça reste politique presque malgré eux, je pense. J'ai un ami sino-américain qui m'avait dit que lui, ce qu'il avait vu là-dedans vraiment, et je trouve que c'est un écho intéressant, donc je vous le transmets, il avait vu dans cette exploitation très froide des gens dans une espèce d'usine géante, enfin comme du carburant,
un écho à la façon dont la population chinoise est traitée par le gouvernement. Parce qu'on le sait, les usines chinoises, c'est la mort. On est vraiment dans, effectivement, le fait que les humains soient considérés comme du carburant. Si vous interprétez Promare de cette façon-là, c'est legit, je pense que c'est là, mais je sais pas s'il y a vraiment un message, enfin si le fait de transmettre un message anticapitaliste était la priorité des créateurs. Je pense aussi que la métaphore, enfin les parallèles sont pas assez clairs, en fait. Alors, typiquement, qui sont les Burnish? Les Burnish, donc, dans le film, ce sont les opposants au système. En fait, à la base, c'est une mutation qui fait qu'ils ont des combustions instantanées. Ils veulent tout brûler. Il y a eu un grand incendie, mais qui a été réglé. Tu dois faire attention à ce qu'ils disent, hein, vraiment, au début, parce qu'il y a plein d'images qui pètent, qui te gueulent dessus, et en même temps, ils sont comme exposition, 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 exposition. Et tu peux pas, genre, vraiment, ce film, il y a du mérite pour vraiment intégrer la première fois. Moi, j'ai dû avoir plusieurs visionnages pour tout saisir en prenant des notes. Peut-être parce que je suis complètement idiot et que je me laisse trop avoir par la belle animation, mais bref. Mais du coup, ouais, qui sont les Burnish? Est-ce que ce sont des activistes? Est-ce que ce sont des terroristes, comme ils disent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout brûler. Mais c'est une métaphore de quoi, en fait? Parce qu'on peut y projeter un peu tout et n'importe quoi, et le fait qu'à la fin, ils te règlent le truc en disant que, en fait, c'était des extraterrestres qui les possédaient, que Liu dit clairement, ça ne relève pas de notre volonté, en fait. Ça relève pas de notre volonté qu'on soit des Burnish, c'est pas genre on veut s'opposer à un système, c'est juste un truc en nous. Nous devons brûler pour vivre, bah ouais. Après tu peux y voir effectivement une métaphore queer en mode oui on n'a pas choisi d'être queer, tout ça, mais je trouve que c'est tellement pas clair le fait que en fait ça vient pas d'eux-mêmes cette volonté de s'opposer au système, et même ce système a été mis en place pour s'opposer à eux à la base, enfin y a rien de clair en fait. Tu peux y projeter des choses, c'est tout à fait legit d'y lire des choses, mais je trouve pas que il y a un message évident, qu'il y a un message cohérent dans Promare. Et puis en plus à la fin de Promare, le happy end c'est que les Burnish redeviennent normaux. Ils ont plus à exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, à tout brûler. En fait, les extraterrestres se cassent, la faille se referme, tout le monde est pareil, c'est très bien, et t'es comme... Bon, est-ce que le message c'était il ne fallait pas renier sa nature pour ensuite se débarrasser de cette nature? Parce que du coup, Cray, le méchant, on peut dire que c'est un mec qui se nie lui-même pour accéder au pouvoir, ça rejoint la métaphore queer, c'est dans la pièce de théâtre Angels of America où il y a, je crois qu'il existait du coup un homme politique américain qui était anti-gay as fuck et qui est mort du sida, parce qu'en fait c'était un gay dans le placard ou au moins un bisexuel dans le placard. Ça arrive, il y a eu des cas historiques et symboliquement t'as toujours cette histoire de le mec anti-gay, en fait il est queer, enfin... Voilà. Donc, est-ce qu'il faut embrasser sa nature pour ensuite s'en débarrasser ou être en paix avec soi-même? Tu peux lire ça, mais je trouve pas ça clair. Et du coup, le souci que j'ai avec Cray aussi, c'est que ça ramène le problème du film, la critique anticapitaliste qu'on peut y projeter, ou pro-queer, à un individu. Parce que c'est lui le seul problème du film, c'est lui le seul méchant, c'est lui qui est responsable de tout, basiquement. Il n'y a pas une critique d'un système, il y a une critique d'un personnage. Alors chez Miyazaki, t'as des critiques de système qui passent par des personnages, mais tu sens toujours qu'ils ont été endoctrinés, qu'ils font partie d'autres choses en fait. Et même que quelquefois ils luttent comme ils peuvent. Dame Eboshi c'est vraiment un beau personnage dans Mononoke parce que elle fait comme elle peut, mais en même temps il y a certains principes qui viennent pas nécessairement d'elle et tout ça, enfin c'est beaucoup plus subtil. Ici c'est vraiment genre, il y a un méchant, il a renié sa nature, et voilà, du coup c'est les Burnish qui se détestent, qui sont les responsables de l'oppression des Burnish. Genre parce que c'est ça en fait, le film, ce qu'il te dit, du coup t'es comme mais... ok, il y a eu une histoire à la base mais elle a aucun poids en fait, cette espèce d'histoire de... Il y a eu des traitements anti-Burnish et tout ça, et du coup ça a aggravé l'incendie, ça a créé une opposition plus violente, enfin bref. Et du coup le fait que en fait la menace se casse à la fin... Moi, tout ça, le fait que cette métaphore, enfin, que toute métaphore soit relève de la surinterprétation, mais qu'ensuite il y a des choses qui se contredisent, ça me rappelle Zootopia de Disney. Tu peux y lire plein de choses, il y a plein de références politiques très très claires pour le coup. Dans Promare, elles sont moins claires. T'as des références claires au traitement des personnes non blanches et des femmes aux États-Unis, des personnes non blanches, en particulier des personnes noires. Il y a des références extrêmement claires. Mais si tu appliques cette métaphore trop littéralement dans Zootopie, qu'est-ce qu'on te dit? Les personnes noires sont des prédateurs pour de vrai qui ont posé un danger à un moment historique. Est-ce que, du coup, la moutonne, du coup, il y a un moment où t'as l'impression qu'elle a... Enfin, son cheveu, c'est un cheveu afro qu'il faut pas toucher. Est-ce que, du coup, la méchante de Zootopia, je vous spoil Zootopia aussi, c'est une afro-féministe? Enfin, est-ce que c'est elle la vraie responsable de tout? Enfin, tu peux pas appliquer tout trop littéralement. Tu peux pas appliquer tout trop littéralement, et je trouve que c'est le problème qu'on a dans Promare aussi. Après, ça ne veut pas dire que des lectures politisantes sont
pas legit, ça par contre je reviens dessus, je le vois maintenant, je le vois parfaitement, je trouve ça très intéressant, mais je pense pas que c'était ce que les créateurs voulaient. Encore une fois, c'est une question de décodage. Et puis en plus, il y a ce que j'appelle le paradoxe du méca dans Promare, c'est-à-dire que ça se veut un peu pacifiste, mais en même temps il y a cette espèce de fétichisation du jouet, on l'a vu précédemment avec Gallo. On aime les jouets qui tapent, on va sauver la Terre en tapant dessus avec tout notre amour, et je suis comme mais vous allez pas au bout de votre logique. Dans Gundam Wing, le film Endless Waltz, que j'adore, il y a des trucs n'importe quoi, mais à côté, ils sont super cohérents dans leur message pacifiste. À la fin, les garçons, avec le cœur brisé, disent au revoir à leurs robots, qui sont des vrais compagnons de lutte, parce que c'est la paix. On n'a plus besoin des armes, on n'a plus besoin des jouets, en fait. Et à un moment, faut juste leur dire adieu, enfin... Bon, après, ils disent adieu à leur Burnish, mais ils disent pas adieu à leur méca stylé dans Promare. Il fallait taper sur la Terre pour la sauver. Il y a un autre truc que j'ai trouvé de la subversion assez facile. Il y a une interruption. La première partie du climax commence, ça finit sur Lyo et Gallo qui s'engueulent, en s'expliquant leur motivation, sur un combat où on te balance 10 000 trucs à la seconde et t'es comme... Ok, ensuite t'as un flashback maladroit qui est fait sur des trucs qu'on t'a déjà expliqué dans le film, t'es comme... Ok... Mais du coup ça se passe alors qu'ils arrivent chez le mec qui a construit Deus Ex Machina, qui est censé être le Deus Ex Machina et qui est en fait « Monsieur, je t'explique le plot, voilà le plot, plot, on avait des enjeux humains avant, ça suffisait, mais en fait non, voilà du plot, plein de plot, on a encore une moitié de film à remplir, ça va être de l'action non-stop, plot, de l'intrigue expliquée. Et à un moment, parce qu'il faut tout expliquer dans l'intrigue, Lyo demande au gars « Mais pourquoi nous ?» Et le gars fait « en fait, vous étiez là, vous étiez là, voilà, je vous ai pris parce que vous étiez là, vous étiez dispo, cool. » Et oui, donc c'est une subversion cool du trope de l'élu, ça peut être cool si on le pense comme ça. N'importe quel mec peut lutter contre le système, c'est tout. Genre, y a pas besoin d'être un élu pour agir. C'est cool si tu le vois comme ça. Mais en même temps, du coup, ça fait qu'il n'y a aucune raison pour qu'il soit là. Hello, c'est Pralinus, toujours en direct de son montage vidéo. Alors je me suis rendu compte que à ce moment-là, j'ai été un petit peu de mauvaise foi. Effectivement, si on prête attention à tous les dialogues du film, Gallo et Lyo ont toutes les raisons d'en vouloir à Kraid, de s'unir pour lutter contre lui, d'être motivés pour sauver la planète, pas spécifiquement la planète. Gallo, il veut protéger des gens en général, et Kraid l'a trahi, et Lyo, il veut sauver ses potes Burnish qui se font exploiter, qui se font tuer. Mais en fait, la façon dont c'est présenté, ces deux motivations-là sont balancées pendant un combat, un mini-duel entre les deux, et on va mettre beaucoup plus de place à expliquer le passé d'un gars qui vient de débarquer en fait du professeur Deus, qui a créé le Deus Ex Machina, et genre on va mettre plus de temps à expliquer son passé à lui, à expliquer pourquoi il y a le robot, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, alors que si ça avait été un vrai Deus Ex Machina, on se serait pas cassé le cul à faire ça, et les motivations des personnages suffisaient à faire avancer l'intrigue. Et il y a vraiment un déséquilibre entre des choses qui sont vraiment intéressantes, qui vont vraiment attirer notre attention, nous impliquer dans le film et tout ça, c'est-à-dire des motivations avec des enjeux interpersonnels pour Lyo et Gallo, et des explications de plot, en fait, genre « Ah mais non, c'est pas un plot holes, il n'y a pas une incohérence, là, je vais vous expliquer, c'est parce que le professeur, dans le passé, blabla. » Alors le professeur, je sais que techniquement, on le voit genre 2 secondes dans l'intro, mais on le voit 2 secondes. Au premier visionnage, tu vas pas le repérer. Donc vraiment, pourquoi ces choix ? Encore une fois, pour moi, c'est parce qu'il y a un coding masculin du film, mais bon, que l'intrigue est plus importante que les personnages, et je trouve que ça dessert vraiment le film. Et en tout cas, ça a desservi mon implication, mon immersion dedans. Non mais j'avais l'impression, c'est un peu self-aware, les explications de Deus Ex Machina, Gallo s'endort devant, et franchement je suis comme, mais si même tes personnages se font chier, comment tu peux t'attendre à ce que le spectateur soit, genre, heureux d'écouter ce qui se passe, Demi-molle, on va le dire comme ça, oulala, c'est pas très élégant. Promare, c'est accidentellement politique, à mon sens. Un petit peu comme tout ce qu'a fait Trigger, quelque part. Dernière partie, 4e partie. Promare, Style over Substance. Je vais sipper un petit peu, allez, nouvelle partie, on sippe. Il y a un film que j'adore et que je déteste qui s'appelle The Thief and the Cobbler de Richard Williams, qui a supervisé les animations de Roger Rabbit par exemple, un très grand animateur britannique je crois. Et en fait c'est même pas un film, c'est une tentative de film. J'avais vu un documentaire excellent lors d'un festival, je sais pas comment il est dispo, je vous rechercherai ça, je vous mettrai en description, qui s'appelle Persistence of Vision, la persistance de la vision, sur ce film et sur sa création. En fait ça expliquait
comment, en s'entêtant dans des choix créatifs d'animateurs, en fait, d'artistes, Richard Williams avait détruit son film en refusant de faire des compromis, en continuant à dépenser l'argent, à faire des tentatives d'animation, mais ouf, parce que si vous regardez The Thief and the Cobbler, je vous mettrai le lien YouTube, c'est incroyable niveau animation, il avait oublié de faire un film, il avait oublié de faire une histoire. Et du coup, le film, ensuite, il y avait quand même des investissements qui étaient dedans. Il a été récupéré par d'autres studios qui ont réanimé des scènes vite fait. Ils en ont fait un film Frankenstein dégueulasse à la Disney, en rajoutant des chansons. Il a été diffusé comme ça. Mais les fans ont reconstitué toutes les scènes qui avaient été faites par Richard Williams. Quelquefois, c'est juste des animatiques et tout ça. Et cette version est disponible sur YouTube. Mais elle est indigeste. Elle est tellement indigeste, c'est pas un film, c'est une expérience parce que c'est magnifique, c'est une animation mais ouf, t'as des effets 3D en 2D, t'as une précision dans la gestuelle, t'as de tout, c'est vraiment, en fait, Richard Williams, il voyait vraiment l'animation comme un art absolu, quoi, enfin c'est vraiment incroyable, mais il a oublié de raconter une histoire, en fait, il a oublié de faire quelque chose, enfin il a tenté de faire autre chose, et au final je trouve que, enfin, peut-être parce que je suis pas habituée, ça m'a pas autant touché que ça aurait pu. En fait, s'il y avait juste une meilleure histoire derrière, quelque chose de plus solide. Et je trouve que Promare a quelque part ce problème-là. Comme je l'ai dit, au milieu du film, genre à même un petit peu moins du milieu, t'as l'impression que la dernière partie s'enclenche en fait. Que le troisième acte, je sais pas si on souscrit à cette théorie du film, c'est bon là. Les plans du méchant ont été révélés, les héros convergent, ils vont commencer à s'associer pour lutter contre le méchant, machin. Les enjeux personnels, aussi légers soient-ils, ont été posés, c'est bon. Ça commence à... tout commence à escalader, ça escalade, et là, climax d'1 heure. La moitié du film, c'est juste un énorme climax d'animation où, comme je l'ai dit, les personnages se lancent des explications sur le film, en veux-tu, en voilà, et genre... Mais c'est pas digeste, franchement, je vous dis, j'avais l'impression de voir un court-métrage de fin d'études des Gobelins de 2 heures, à la fin je m'endormais, c'est magnifique, mais c'est de l'esbrouf, la mise en scène c'est tout le temps de l'esbrouf. Il y a une première scène qui m'avait fait cet effet-là, en le revoyant, c'est après le premier combat, qui en plus, le premier combat du film, je trouve que ce serait un bien meilleur climax que le climax, il est ouf. Le premier combat où Gallo il rencontre Lio, incroyable, je trouve qu'il y a les meilleures scènes, vraiment. Je me demande s'il y a eu une question de budget, s'ils ont dû cutter des trucs, s'ils ont été trop ambitieux par rapport à ce qu'ils avaient, mais vraiment la première scène d'action, le premier gros combat, l'affrontement entre Lio et Gallo. Waouh. Si vous regardez la MV que j'ai fait, vraiment j'ai pris beaucoup plus de scènes de ce combat que des suivants parce que je le trouve meilleur en fait. Je trouve qu'il est meilleur que le reste. Donc quelque part t'as eu un premier climax qui aurait dû être le climax du film, mais on se fait bon. Ouais. Et ouais, après cette scène-là, c'est difficile de faire mieux, c'est surtout ça. Mais du coup, après ce premier combat, t'as Vulcain, un des méchants, qui arrive, qui a aucune motivation, il est juste méchant, comme ça. J'ai regardé les OAV qui sont sortis, en plus je me disais, ouais, on va en apprendre un peu plus sur les motivations de Vulcain et tout ça. Et... pas grand-chose, hein. Et alors, t'as une engueulade avec Gallo, et la caméra tourne autour d'eux. Genre, et t'as des split screen avec les autres personnages qui parlent, qui apparaissent, c'était comme, mais... Ok, c'est stylé un peu, mais pourquoi vous faites durer? Je n'en peux plus en fait, ils sont en train de parler, tu dois focus parce que ça tourne, mais le mal de mer quoi. Ils en avaient conscience en plus les directeurs, parce que dans des interviews que je vais vous citer, ils étaient comme oh là là, on a vu les tests couleurs, on a vu les tests, ça nous a fait mal aux yeux, mais on était comme allons-y. J'étais comme mais pensez à nous, genre on a mal à force. Je sais pas, on doit se concentrer sur vos dialogues d'explication, en veux-tu, en voilà, enfin. Et en plus ça bouge de partout. Un peu de calme, quelquefois ça fait du bien, un écran, que ça stoppe. Ils ont voulu tout mettre dans ce film aussi, notamment un style cartoon qui quelquefois est complètement contre-intuitif. Je trouve que, genre, t'as une scène d'action avec des enjeux dramatiques, émotionnels, tout ça, d'un seul coup t'as une Gallo qui fait une tête pas possible, qui m'a dit j'ai trop froid, enfin... C'est juste un tout petit plan, mais ça te casse le truc, genre d'un seul coup tu t'inquiètes plus pour eux parce que c'est des personnages de cartoon. Quand Lio, à chaque fois que Lio se fait tabasser, il y a des moments où il est animé de façon super moé, et t'as des moments où il est animé façon cartoon quoi, il se fait tabasser, son corps est élastique et genre... Mais... Dans une série comme Panty et Stocking où tout est cartoon, ça marche, mais dans Promare... Je trouve ça nuit à l'intensité émotionnelle, en fait ils ont voulu tout mettre, ils ont voulu mettre tous les styles et quelquefois c'est pas possible, il faut faire des choix en fait pour raconter une histoire. Et Promare n'a pas fait ses choix.
L'acting du coup parfois il est moins bon, ça devient super off-model en fait dans la scène sous le lac où ils sont expliqués des trucs par le professeur machin qui a fait le Deus Ex Machina. Ceci étant dit, je vais vous le dire, quand même ça fait du bien. Dans un monde où en animation, les pseudo Ghibli, les Makoto Shinkai, les KyoAni dominent avec leur design plat, ça fait du bien de voir les personnages de Promare off-model parce qu'au moins ils sont intéressants à regarder même s'ils sont off-model, même si l'animation est pas ouf dessus. Donc au moins ils sont intéressants. Ils ont oublié en fait dans Promare qu'un dessin animé à la base c'est quelque chose de narratif. Ils ont oublié qu'ils avaient quelque part quelque chose à raconter. Parce qu'à la base vraiment ils sont partis sur le principe du ouais on va faire deux teams qui s'affrontent, une avec des flammes et l'une sans flammes et tout, enfin t'es comme... Oui, c'est stylé, t'as l'impression qu'ils ont tout construit autour de petites scènes stylées, enfin voilà, je sais pas. Et ils ont oublié qu'ils avaient une histoire à raconter. Alors ils en ont raconté une presque malgré eux, et je pense que il y a des choses très très intéressantes qui sortent de Promare, qui sortent des analyses de Promare, qui sortent du fandom de Promare. Moi je suis fan du ship Galo-Lyo, j'adore le codage de Galo et de Lyo, j'adore leur dynamique, ou du moins ce qu'en tirent les fans de Yaoi du coup, ou les shippeuses. Mais ouais, enfin, les gars, genre juste, c'est super beau ce que vous faites, mais oubliez pas de nous raconter une histoire, quoi. J'espère que j'étais pas trop avachie, en fait, je viens de me débloquer le dos, oula. Ouais, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que les fans de Promare ont pas été trop rebutés par ce que je viens de dire. J'ai 50 minutes de rush, je vais m'éclater à monter tout ça, oula. Au moment où la vidéo sortira, il y aura sans doute mon crowdfunding pour ma bande dessinée Yaoi Files qui sera sortie. Si vous êtes intéressé par d'autres travaux de moi que mes vidéos, vous pouvez aller checker, vous pouvez aller soutenir mon travail, même à hauteur d'1€, c'est apprécié, c'est appréciable. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip et tout ça. Et sans doute bientôt dans mes prochaines vidéos, il y aura quelque chose sur Makoto Shinkai. Mais j'ai aussi très envie de faire une vidéo basée sur deux présentations que j'ai faites, des espèces d'exposés, sur l'archétype de la fille prince, du coup de la Takarazuka, dans l'animation japonaise. Donc ça va être sans doute mes prochaines vidéos. Je sais pas, après c'est souple. Peut-être je ferai aussi un vote sur Twitter, on va voir. Et puis un jour je ferai mes recherches et je vous ferai une vidéo sur l'attaque des titans et ce que c'est devenu. On va voir, on va voir. En tout cas, on se retrouve bientôt. J'ai bien cuit, je vais me sortir de ce cosplay. J'espère que c'était pas trop dégueulasse à voir de me voir cuire au bain-marie pendant toute cette vidéo. Et voilà. À la vôtre.